Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous qui êtes en présentiel et évidemment bonjour aux très nombreuses personnes qui nous suivent à distance. C'est un réel plaisir que d'être ici à vos côtés, en ce lieu si particulier et si important aux yeux de l'IRIS. Je remercie également évidemment mes camarades de tribune d'avoir accepté cette invitation, dont l'objectif aujourd'hui est de parler, d'introduire un peu cet événement sur le sport et Union européenne, pour justement peut-être parler un peu autrement des différentes actions de l'Union européenne. Avant de commencer et de faire un peu de propos liminaires, je vais peut-être commencer par présenter mes différents camarades. Donc Vincent Debarry, président de Kenéo, qui nous fera du coup l'honneur de nous faire part de ces différentes réflexions sur le sport européen évidemment, mais plus largement sur les différents résultats qui ont été trouvés par Gaël Slimane. Nelson Montfort, je pense que l'on ne présente plus, animateur et journaliste sportif. Je précise par ailleurs qu'il a commis un ouvrage qui est en vente et il se fera un plaisir de venir le dédicacer à la sortie de cette table ronde. Lilian Thuram, qu'on me présente encore plus. Évidemment, ancien champion footballeur de l'équipe de France et président fondateur de la Fondation Éducation sur le racisme. Et enfin, Gaël Slimane, qui est donc le président de Doxa et qui du coup, nous présentera un sondage et plus précisément les résultats du sondage qu'il a réalisé au cours des dernières semaines sur cette thématique sport et Union européenne. Avant de laisser la parole à mes camarades, peut-être quelques mots pour un peu expliquer pourquoi est-ce que l'IRIS a travaillé sur ce sujet. Pascal Boniface, que l'on ne présente définitivement non plus, a depuis de très nombreuses années travaillé sur la question sport et géopolitique, qui a permis de mettre en avant un certain nombre d'éléments qui étaient extrêmement intéressants à analyser d'un point de vue géopolitique. Quand vous regardez une compétition sportive, quand vous regardez un match, il y a évidemment quelque chose d'autre qui se joue au-delà de ces éléments. Et c'était aussi le pari qu'on a pu faire, nous, à l'IRIS, aux côtés de Pascal Boniface, avec l'ensemble de l'équipe, de s'interroger un peu sur qu'est-ce qu'il y a au-delà du sport? Quels sont les éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte? Et à ce titre, l'Union européenne, et on le sait peu, et c'est aussi l'objectif de cette table ronde, a une action extrêmement importante sur un certain nombre de sujets. Il y a un vrai intérêt de l'Union européenne depuis désormais 2007. Il y a eu un livre blanc qui a été publié. En 2009, il y a eu une première action qui a été menée sur le sujet. En 2009, c'est devenu une compétence de l'Union européenne. Et donc, petit à petit, il y a eu un certain nombre d'éléments qui se sont mis en place. On y reviendra très largement par la suite, mais l'Union européenne, à ce titre, a pu être extrêmement importante sur des thématiques comme les questions d'intégrité, sur les questions de genre, sur les questions d'accessibilité à des personnes éloignées de la pratique, à des questions de lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie. Et on a d'ailleurs porté un certain nombre de sujets à l'IRIS dans le cadre de projets européens. Ce qui a été dit également par Monsieur le maire en introduction, ce qui nous pousse aussi à organiser cette table ronde, c'est un projet qu'on a pensé avec une de mes collègues, Estelle Brun, qui travaillait encore à l'IRIS et qui avait pour objectif justement de peut-être faire comprendre l'Union européenne, qui est, je dois le concéder, peut-être un peu un sujet aride pour les lycéens que nous étions ou les étudiants que nous étions, et de peut-être mieux le faire comprendre à travers les questions du sport. Quand vous regardez, quand vous assistez à une compétition, il y a des choses qui se jouent, et c'est aussi ça qui est intéressant de venir étudier. Et à ce titre, on a associé une dizaine de lycées de France et de Navarre à ce projet-là pour justement essayer de les faire réfléchir, les faire imaginer ce que pourraient être des supports. Alors, on a conçu quelques-uns, eux en conçoivent également, et c'est aussi ça qui me semble intéressant, justement, ce partage et faire en sorte que ça n'est pas uniquement quelque chose de descendant, mais au contraire, on peut prendre part, on peut essayer de mieux comprendre l'Union européenne à travers l'objet sportif. Ce projet Sport Lab et toutes les informations sont disponibles sur le site de l'IRIS. Nous ferons dans les prochaines semaines plusieurs tribunes. Nous publierons également l'ensemble des supports justement pour qu'ils puissent servir, qu'ils soient quelque chose d'utile à l'ensemble de la communauté. Et par ailleurs, et ce sera mon dernier mot avant de laisser la parole à Gaël Slimane, un autre élément que je pense qui va
être un peu en filigrane de cette conversation et de ces différents échanges que nous pourrons avoir, et aussi l'importance du sport à l'échelle européenne au niveau de la diplomatie. Et à ce titre, il me semble important et essentiel de rappeler que la diplomatie sportive européenne existe, qu'elle a été mise en place depuis 2015. C'est quelque chose que l'on n'a pas forcément tendance à connaître, à savoir, à se remémorer, mais pourtant c'est quelque chose qui est assez stimulant, aussi parce que c'est quelque chose qui est en pleine construction. Et ça veut donc aussi dire que si on voit à peu près ce que veut dire une diplomatie sportive, on imagine ce que cela peut représenter à l'échelle d'un État. C'est un tout nouveau défi à l'échelle d'une organisation telle que l'Union européenne, et c'est quelque chose qui est là, précisément, en train de se monter. Et à ce titre, au sein de l'IRIS, on essaie de très modestement faire avancer un peu la réflexion, notamment à travers un projet qui s'appelle Towards an European Sport Diplomacy, TESDI pour les intimes, et qui justement essaye de faire un certain nombre de propositions sur ces thématiques-là. Là encore, vous retrouverez absolument toutes les informations sur le site internet de l'IRIS. Pardonnez-moi pour ces propos liminaires, mais ça me semblait important de venir un peu cadrer les différents éléments. On pourra y revenir très largement par la suite. Et avant de tout de suite laisser la parole à Gaël Siman pour justement qu'il puisse nous présenter le sondage et surtout les conclusions de son sondage, il me semble aussi important de ne pas hésiter à garder vos questions. On gardera un temps important pour l'échange avec la salle en présentiel, mais également avec la salle virtuelle. Donc, n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions, et j'essaierai d'avoir un œil assez vigilant à ces différents éléments. Merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Gaël, si vous voulez commencer. Merci Carole. Bonjour à tous. Je suis ravi une fois de plus, ça fait quelques années maintenant, une dizaine d'années qu'on travaille ensemble avec l'IRIS sur le sondage autour de cet événement. Avec Pascal et les équipes de l'IRIS, on avait réfléchi au sujet à traiter, et ce sujet sport, Pascal l'a très bien dit tout à l'heure, au moment où on l'a imaginé, il y a un certain nombre d'idées que nous avions en tête, et puis il est arrivé avec une acuité encore plus particulière avec cette guerre en Ukraine. Aussi, je vous propose, Carole, si vous en êtes d'accord, de le faire en deux parties, de vous défiler quelques questions sur l'actualité la plus brûlante, c'est-à-dire la place du sport au niveau diplomatique, d'une certaine manière, le véhicule qu'il représente, l'arme que ça représente d'un point de vue diplomatique. Et ce sont les quelques questions qu'on vient de poser très récemment à l'occasion du conflit russo-ukrainien, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis, il y avait des questions qu'on avait imaginées avant que tout ça n'arrive, en pensant à l'échelle européenne. Et on avait interrogé pour cela, je vais vous le présenter à l'écran d'ailleurs, un échantillon assez important d'Européens dans tous les grands pays voisins de la France, donc les quatre plus grands pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et puis nos voisins, la Belgique, pour voir quelles étaient les valeurs associées au sport, ce qui était une réponse immédiate au thème de cette table ronde et de ce dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a ces questions nouvelles qu'on a posées après l'intervention en Ukraine, pour voir la place que pouvait avoir le sport, évidemment, pas seul, à côté des armes livrées à l'Ukraine, à côté des éléments de diplomatie, à côté des sanctions économiques. Le sport, Pascal l'a dit tout à l'heure, mais il a raison, a joué un rôle, et c'est intéressant de voir comment les Français le voient aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui leur semble anecdotique, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui leur semble avoir du poids au moment où on entame un bras de fer avec quelqu'un de puissant et d'assez incontrôlable? Alors, premier élément, sur cette question de la guerre en Ukraine, on va l'appeler pompeusement la guerre en Ukraine vaincue par le sport, on n'est pas là malheureusement, mais on a essayé de mesurer comment les Français recevaient les choses, et est-ce que pour eux déjà, le fait d'infliger des sanctions assez lourdes, assez inédites même, depuis l'apartheid à un pays comme la Russie, est-ce que c'est quelque chose qui frappait durement ce pays? Est-ce que ça avait du poids ou pas? Eh bien, quasiment les 3/4 de nos concitoyens nous disent que ça a du poids, et ils sont d'accord finalement avec ce que le président du comité olympique britannique, Hugh Robertson, avait dit: le sport a une importance disproportionnée pour les régimes autoritaires. L'éventuelle incapacité de participer à des compétitions sportives frapperait durement la Russie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, ça ne date pas de Poutine, même dans les ex-pays communistes, il y avait un investissement énorme qui était mis dans le sport,
parce que c'était un moyen de représenter la nation, et notamment à l'époque de l'URSS ou des pays de l'Est. C'était quelque chose de très puissant et ça l'est encore pour Poutine. C'est bien comme ça que les Français voient les choses aujourd'hui. Deuxième élément, si on rentre dans le dur, si j'ose dire, des sanctions, on les a détaillées. On n'a pas pris toutes les sanctions, mais les principales sur le plan sportif. Alors, j'ai d'autres sondages qui montrent que de toute façon, je vous le dis quand même en élément de contexte, c'est important, les Français sont totalement en phase, ce n'est pas toujours le cas, mais ils sont totalement en phase avec la posture à la fois de l'Union européenne et la posture de la France aujourd'hui, c'est-à-dire les sanctions les plus dures possibles. Ils sont systématiquement approuvés sur le plan économique, sur le plan diplomatique, et vous le verrez ici sur le plan sportif. La limite, la ligne rouge, c'est l'idée de risquer de rentrer en conflit avec la Russie. C'est quelque chose avec lequel les Français ne sont pas d'accord, que ce soit pour eux-mêmes, la France, ou même s'il s'agissait de l'OTAN. J'en viens au sport et au sondage que je vous présente là. Annuler l'organisation à Saint-Pétersbourg de la finale de la Ligue des champions de football pour la transférer au Stade de France, voilà une des premières décisions qui avait été prise. On a plus de 8 Français sur 10 qui sont favorables, tout comme ils sont favorables dans les mêmes proportions à l'annulation du Grand Prix de Formule 1 de Sochi et à l'exclusion des entreprises russes qui sponsorisent des compétitions sportives comme Gazprom par exemple. Même proportion, quasiment les 3/4 sur l'exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du Monde de football. Ça, c'est quelque chose qui a du poids. Je pense que Lilian Thuram, à ma droite, pourra réagir là-dessus. C'est quelque chose qui pèse sur une nation de ne pas être présente à une Coupe du Monde de foot. Le bannissement de l'hymne et du drapeau russe par le CIO, il y avait déjà des sanctions qui étaient prises pour la Russie pour d'autres raisons. Ça aussi, ils y sont favorables. Et ils sont même favorables à l'exclusion de la Russie des prochains Jeux olympiques. On n'en est pas encore là, mais cette mesure, en tout cas, si elle était décidée, on a 7 Français sur 10 qui y seraient favorables. La mesure avec laquelle ils sont favorables aussi, mais le moins favorable, c'est quand elle est individuelle, avec l'idée d'exclure de nombreux sportifs russes de certaines compétitions sportives, parce qu'ils dissocient quand même un petit peu l'individu et le pays qu'il représente. Mais malgré tout, l'adhésion l'emporte tout de même. Alors, à ce sujet, ils pensent aussi en positif, nos concitoyens. Le sport, c'est un vecteur qui peut être utilisé dans la diplomatie de manière négative, en mode bâton, mais ça peut être aussi utilisé en mode carotte, si j'ose dire. Et en l'occurrence, le fait que des sportifs russes, Pascal le disait en introduction, aient eu le courage de prendre position contre la guerre qui ne s'appelle pas comme ça là-bas. Donc le fait même d'appeler cela guerre et de dire je m'y oppose et je le dis, je l'assume, c'est quelque chose qui est très courageux et qui est perçu par les Français comme pouvant avoir un impact sur l'opinion publique russe. 6 Français sur 10 le pensent. Les sportifs qui l'ont fait, au moment où on a fait le sondage, la liste était encore assez limitée. On avait le tennisman Rublev qui est peut-être le plus connu et le joueur de foot Smolov. Je suis beaucoup le football, mais je ne le connaissais pas spécialement, mais il a été quand même capitaine de la Russie sur un certain nombre de matchs, donc c'est un enjeu. Et puis, il y avait aussi un hockeyeur et un cycliste. Donc, ce sentiment que le sport, il faut en user, ça peut être efficace quand il s'agit de sanctionner et présent chez nos concitoyens, et ils pensent aussi que ça peut l'être quand il s'agit d'être finalement un ambassadeur et un promoteur. Dernier élément sur ce volet, sur le sport, on a évoqué à plusieurs reprises, je l'ai fait il y a un instant, Pascal l'avait dit en introduction, l'Afrique du Sud. Parce que si on a dans nos mémoires, pour les gens qui sont de nos générations ou plus âgés, un épisode fort, c'est à quel point l'Afrique du Sud a été mise au banc des nations. C'était économique, mais c'était aussi culturel, sportif, et ça a eu un rôle extrêmement efficace dans, ça a pris du temps, hein, mais dans le fait de faire mûrir les consciences et bouger les lignes. Bien les Français le pensent aussi. Et ils estiment que ces prises de position positives, négatives, les deux que je viens d'aborder, sanctions et en même temps attitude, posture des sportifs russes, sont de nature à pouvoir modifier la posture de la Russie, comme ça avait été le cas au moment de l'Afrique du Sud. Alors, il n'y a pas le sport tout seul, il y a l'économie qui intervient, qui pèse très lourd évidemment aussi, mais en tout cas, ça, c'est le sentiment général. Donc, voilà pour le volet actu. Et après, on pourra rebondir une fois que tout le monde aura réagi sur le volet plus les valeurs du sport, comment est perçu le sport en Europe, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par le sport d'après les Français et nos voisins européens.
Merci beaucoup, Gaëlle, pour ce tour d'horizon qui, là encore, va être extrêmement intéressant à analyser. Deux petites choses avant de laisser la parole à mes camarades de table. La première, c'est que j'ai complètement oublié, mais alors que c'est pas du tout... Je l'avais noté. Il y a l'ouvrage, excellent ouvrage de Lilian Thuram qui est disponible à la sortie de la salle, pour lequel il pourra là aussi faire quelques dédicaces. Et deuxième élément, et je m'en excuse, Nathalie Yanetta était censée être présente aujourd'hui à cette table ronde et elle s'excuse de ne pouvoir être présente étant retenue par une obligation à la Maison de la Radio due à l'actualité. Nous tâcherons de lui faire honneur à ce sujet. Lilian Thuram, peut-être est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ces éléments-là? Tout de suite. Comme vous voulez. Tout de suite, vous. Tout d'abord, bonjour. Alors, vous voulez que je parle de la Coupe du Monde, c'est ça? Oh, oui. Est-ce que ça vous inspire, la place? Écoutez, alors, tout d'abord, je suis très heureux de ce sondage. En même temps, très en colère, un peu triste. Parce qu'en fait, moi, très souvent, lorsque je prends la parole, ou lorsque j'observe un peu le monde du foot, en tout cas, on dit qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Très, très souvent. Dernièrement, par exemple, que ce soit en France ou un peu partout en Europe, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de fédérations qui n'ont pas accepté, par exemple, que les joueurs mettent le genou à terre parce qu'en fait, il ne faut pas mélanger sport et politique. Et donc, je suis très content de voir que, en fait, on peut mélanger sport et politique. Pourquoi? Parce que le sport est politique. Et j'espère, en tout cas, qu'après ce sondage, les gens ne vont pas revenir en arrière. Parce que je suis très en colère, parce que parfois, je me dis, est-ce que, en fait, on choisit ses combats? Et c'est ça qui m'attriste, en fait. Et en même temps, comme je vous ai dit, je suis très heureux parce que je me dis peut-être que les gens ont pris conscience qu'effectivement, on peut dénoncer énormément de choses à travers le sport et surtout, il y a un impact énorme. Bien évidemment, lorsque vous entendez que la Russie ne va pas jouer la prochaine Coupe du Monde, c'est impactant. Ça fait réfléchir, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Même pour les gens qui, encore une fois, qui aiment le foot et qui ne voudraient pas s'intéresser à la politique. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le foot est obligé, à travers le foot, à aller voir ce qui se passe au niveau politique et pourquoi cette guerre, pourquoi ces sanctions. Et donc, je trouve ça très, très intéressant. Après, bien évidemment, là aussi, ce qui est marquant, en fait, dans le fait qu'on s'intéresse ou pas à un sujet, c'est quel est le discours politique accepté. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, le discours est très clair, c'est-à-dire qu'en fait, il faut dénoncer cette guerre. Et donc je pense que lorsqu'il y a un gouvernement qui tient un discours très clair qu'il faut dénoncer cette guerre, je pense qu'il nous donne la direction. Il nous donne la direction aussi à est-ce que c'est acceptable ou non. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que très souvent, j'essaie d'expliquer aussi que le racisme, c'est avant tout un discours politique. Donc, si vous avez des politiques qui n'ont pas d'ambiguïté et qui dénoncent le racisme, c'est beaucoup plus facile pour les individus après de ne pas accepter le racisme. Et donc en tout cas, ce sondage me ravit. Voilà. Donc, les gens ne pourront plus dire sport et politique, on ne peut pas. Voilà. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant justement pour vous de revenir sur le fait que le plus grand défi, c'est de ne pas revenir en arrière. Et on reviendra dessus à de très nombreuses reprises par la suite. Peut-être Nelson Montfort, donc là, on était sur l'actualité très récente. Vous, dans le cadre de votre ouvrage, vous êtes très largement revenu sur le lien entre sport et politique et aussi que vous avez pu voir lors des derniers grands événements sportifs auxquels vous avez assisté. Peut-être aussi quelques remarques sur le sondage qui vient d'être proposé. Alors, bonjour à tous. Je suis également très heureux d'être ici en votre compagnie ce soir. Deux choses.
je partage tout à fait ce que viennent de dire nos deux interlocuteurs, notamment sur ce que vient de dire Lilian sur le racisme. Je suis moi-même, enfin, comme vous le savez sans doute, aux premières loges, notamment en athlétisme, qui est vraiment le sport le plus international, le plus, où il y a toutes les races, les couleurs, les religions, etc. J'ai souvent l'habitude d'écrire cette sorte d'arc-en-ciel d'émotions. Et donc, voilà, je partage tout à fait ce que Lilian vient de dire et ce que Gaël, c'est Gaël Sliman, concernant cette étude. Il y a juste une chose qui me chagrine un petit peu. Là, je vais vous parler très sincèrement. Aujourd'hui, on dit que tous les sportifs, en substance, on dit que tous les sportifs russes sont interdits de toute forme de compétition. Tous les sportifs, que nenni. Et c'est ça ce qui me gêne. On dit que tous les artistes russes sont interdits, les violonistes, les musiciens, etc. En touchant aux arts, on touche vraiment au cœur de la Russie, on touche à son histoire, on touche à sa tradition, on touche à tout. Tous les artistes, que nenni. Vous avez cité, je crois, récemment, vous avez parlé de tennis. Non. Aujourd'hui, il va y avoir la semaine prochaine les championnats du monde de patinage à Montpellier, en France. C'est la première fois depuis 15 ans que la France accueille cet événement mondial, revanche des Jeux Olympiques de Pékin il y a quelques semaines, où les patineurs russes ont obtenu 9 médailles sur 12. 9 médailles sur 12. Ces championnats ont lieu sans les Russes. Ce championnat du monde de Montpellier se transforme quelque part en championnat de Ligue de l'Hérault. Enfin, j'exagère un petit peu. Et ce qui me gêne, c'est qu'au même moment, vous avez le tennisman, j'ai entendu parler d'un tennisman russe, mais ce n'est pas celui auquel je pensais, Daniil Medvedev, numéro 1 mondial de tennis, qui lui joue dans tous les tournois. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer la cohérence entre, voilà, je vous vois la plupart faire oui de la tête, la cohérence entre ces décisions. Pourquoi est-ce que certains sont interdits, bannis et semble-t-il à vie? J'ajoute en plus qu'il y a beaucoup moins d'argent dans le patinage que dans le tennis. Je pense que Medvedev, numéro 1 ou 2 mondial de tennis, c'est vraiment un porte-parole du sport russe. Je pense vraiment. Lui, on le laisse et les patineurs, on les interdit. Et puis, je crois que nous avons atteint alors là, je ne sais pas, peut-être que Pascal pourra s'exprimer là-dessus aussi, mais je crois qu'on a atteint le fond du fond. À Milan, il y a une dizaine de jours, on a interdit une conférence sur Dostoïevski. Alors, je me dis, là, si vous voulez, l'expression, je vous vois sourire, l'expression « le mieux est l'ennemi du bien », nous sommes en plein dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a interdit une conférence sur Fédor Dostoïevski, écrivain mondial. Ça me semble... Si on prend une décision, et ces décisions, encore une fois, c'est pour ça que je partage ce qu'a dit Lilian il y a quelques instants, ces décisions, je la comprends, le fait qu'il y ait 70% des Français, je pense que c'est un sondage mondial, ce n'est pas que les Français, je pense que si on fait... Voilà, je comprends tout ça. Mais ce qui me gêne infiniment, c'est ce 2 poids 2 mesures qui est totalement incompréhensible, infondé, etc. Et j'ajoute, comment dire, vous avez bon, la musique classique, les ballets, tout ça fait partie fait partie du cœur de la Russie. D'interdire à des jeunes musiciens qui sont en début et pour combien de temps, je demandais à Pascal tout à l'heure en préparant combien de temps est-ce que ça va durer, pour combien de temps, on ne le sait pas, de leur interdire d'exercer c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est comme le football, j'imagine, c'est plus qu'un métier, de leur interdire cela au tout début de leur carrière, ça me semble être d'une cruauté terrible, parce que eux, c'est banal de dire ça, mais eux n'y sont vraiment pour rien. Alors voilà, je voudrais vraiment avoir la réponse à cela. Y a-t-il une cohérence? Je n'en vois pas. Y a-t-il et d'un autre côté, je comprends très bien qu'on interdise, parce que là, c'est vrai que ça a un impact énorme. Mais je suis un peu gêné, je n'ai pas moi-même cette réponse. Mais voilà, le débat est ouvert. Vincent de Barry, vous avez la réponse à cette question. Je n'aurais pas la prétention. Donc, Vincent de Barry, moi aussi, je suis très content d'être là. À cette tribune où il y a des gens très connus, moi, je suis un simple entrepreneur dans le monde du sport. Voilà. Il est très connu.
je n'aurais pas peut-être deux éléments de lecture supplémentaires. Le premier, c'est que sans doute faut-il distinguer une situation de guerre qui est la nôtre actuellement. Nous ne sommes pas en guerre personnellement ni collectivement, mais c'est peut-être un élément qui permet de distinguer. Aujourd'hui, on se demande tous ce qu'on peut faire. On est dans une situation d'urgence. C'est une situation qui est probablement assez différente de réaction face à des régimes autoritaires, dans lequel, je rejoindrai encore une fois les propos de Lilian, évidemment, le sport a toute sa place. Et alors que dans la situation de crise telle qu'on est en train de la vivre actuellement, ben, on comprend assez bien, finalement, des Français qui, oui, veulent punir un État, et tous les moyens sont bons, et on voit l'éclatant sondage, mais pas nous attaquer aux individus, ou moins nous attaquer aux individus, et c'est ce que révèle également ce sondage, et ce qui irait un peu dans le sens des propos qui viennent d'être tenus. Après… non, mais les conséquences sont les mêmes. Pardon. Oui, oui. Non, mais les conséquences sont un peu les mêmes. Je suis d'accord aussi. Après, franchement, en quoi d'avoir banni l'Afrique du Sud et son équipe de rugby pendant des années a joué et a permis à ce régime de tomber? Je ne sais pas. Moi, j'ai vécu en Chine à l'ère communiste. Dans lequel le sport était un élément important. Les Jeux de Pékin ont été une ouverture sur le monde. Je prends un autre exemple caricatural de notre enfance, l'Argentine et sa Coupe du Monde en 78. Je serais incapable, honnêtement, de mesurer l'impact du sport et le fait que tous les pays y aillent en termes de valorisation de ce régime, ou au contraire, est-ce que ça a contribué à faire changer les choses? Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi sur le sujet, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais je pense que, encore une fois, une situation de guerre est une situation différente d'une situation où on a à lutter, où on essaye de pousser pour faire évoluer des régimes dits autoritaires ou autoritaires pour qu'ils aillent vers un peu plus de démocratie. Merci pour ces éléments. Sur la question des sanctions, je me permets juste une toute petite incise en disant qu'on avait travaillé avec notamment Samuel Yarkanag et Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, justement sur la question des sanctions et sur la question de la performance des sanctions, notamment les performances sportives, dans la performance des sanctions sportives, et qui justement interroge un peu, est-ce que ça marque en réalité? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à qualifier, à quantifier. Est-ce que c'est véritablement ça qui a pesé dans la balance? Même si la conclusion qu'on avait esquissée était de dire que, notamment sur la question des sanctions sportives, il y avait un marqueur symbolique extrêmement fort. Les Jeux de Moscou, le boycott de Moscou, on s'en rappelle. On sait pourquoi, même si ça n'a pas forcément permis, in fine, le retrait des troupes d'Afghanistan des soviétiques. Mais là encore, il y a un marqueur intéressant à avoir en tête. Mais je rends la parole à Gaël Slimane pour la deuxième partie qui notamment s'intéresse aux questions des valeurs. Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste un mot avant d'enchaîner sur les valeurs, mais ça a été dit par Vincent de Barry, Kenyo est partenaire de notre sondage avec l'IRIS et avec l'Obs, ce sera publié tout à l'heure dans l'Obs, ce sondage. Il y a une différence importante, Nelson, entre les individus, dans l'esprit des gens, entre les individus et les nations. Quand vous êtes une équipe nationale, que vous êtes l'équipe de France de football en 98 ou 2018, que vous êtes l'équipe de Russie avec le drapeau russe, ou quand vous êtes, pour parler tennis, en Coupe Davis, c'est plus les individus qui sont présents d'une certaine manière, ils s'effacent derrière le drapeau. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les Français intègrent cette dimension-là. Et après, la difficulté, c'est, vous l'avez évoqué avec Medvedev, c'est à quel point la sanction d'un individu qui porte le drapeau est cruelle vis-à-vis de cet individu. Mais en même temps, au moment où des bombes tombent dans un pays, la cruauté peut sembler acceptable pour le sportif par rapport à celle de l'Ukrainien. Donc, je crois qu'il y a cette notion dans l'esprit des gens. Et puis, dernier élément, je ne pense pas que qui que ce soit se dise que des sanctions sportives seules, un boycott sportif, peut être efficace sur une situation de guerre et a fortiori pour faire changer un régime. L'Afrique du Sud, c'est un changement de régime, un changement de mentalité complète depuis des décennies dans ce pays-là. Et il n'y avait pas que des sanctions sportives. Il y avait tout un panel de mesures
Et c'est ça qui, au bout d'un moment, peut jouer sans doute. Alors, les valeurs du sport, les valeurs sportives, pour ça, on a interrogé l'ensemble des grands pays d'Europe pour voir, alors, deux choses. Une sur, pardon Lilian, qui on écoute pour des éléments liés à des sujets de société ou de choix politiques. Lilian Thuram prend la parole et dit « j'appelle à voter pour tel ou tel candidat à la présidentielle ». C'est pas un conseil. C'est pas forcément le sportif que les Européens, je ne parle pas de Lilian Thuram bien sûr, mais c'est pas forcément le sportif que les Européens écouteront le plus ou sur qui ça aura le plus d'influence dans des choix comme ça. Mais on a vu tout à l'heure qu'en revanche, sur une crise donnée, une prise de position sur une guerre, là, le sportif ou la personnalité forte de la société civile, ça avait un impact. Alors, qui écoute-t-on? On écoute des scientifiques, des intellectuels ou des écrivains, des journalistes. Alors, c'est marrant parce que les Français, quand on fait des sondages sur l'image des médias, sont calamiteux, sont très sévères sur ce qu'ils disent des journalistes. Alors, sur les politiques, je n'en parle même pas, c'est une catastrophe. Et pourtant, quand même, on les écoute. Et on les écoute, et ça, c'est amusant. Alors, vous voyez, le sportif, c'est le premier des personnages de la société civile, y compris quand on intègre les modernes, les youtubeurs, par exemple. Le sportif arrive avant. Mais on est loin des scientifiques, des intellectuels, des écrivains, des journalistes ou même des politiques. C'est le cas en France, c'est le cas dans toute l'Europe. Alors, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est assez amusant de voir les différences qui existent entre les pays et de voir, par exemple, que la France, qui est si sévère avec les journalistes et les politiques, eh bien, c'est dans les deux cas, c'est le pays d'Europe où ces personnalités sont quasiment les plus souvent citées. Sinon, il y a vraiment une prime aux scientifiques ou à l'expert. Alors, on sort d'une période Covid. Je pense que l'expertise et le scientifique, de ce point de vue-là, ça a pu influer sur les mentalités. Mais ce n'est pas forcément le sportif qu'on va écouter le plus. En revanche, les valeurs du sport, ce que véhicule le sport, ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans toutes nos sociétés. Et quelles sont les valeurs du sport, les principales qui sont affectées au sport dans les différents pays d'Europe et en France? Alors, il y en a 3 qui ressortent très fortement. Il y a l'esprit d'équipe qui est cité un petit peu partout en Europe à hauteur de 48%, et en France qui arrive en 2e position, cité à 34%. Il y a l'honnêteté et le respect des règles. Et puis, il y a, et je pense que ça va plaire à Lilian Thuram, on ne l'a pas fait pour ça, hein, mais il y a tout ce qui relève de la fraternité, du sens de l'universalité et le sport comme vecteur d'égalité. Égalité des sexes et égalité au sens refus du racisme. C'est un véhicule qui est perçu comme étant extraordinairement légitime par les Français et par les Européens que cette vocation du sport comme vecteur d'égalité. Là aussi, on a ventilé les résultats dans tous les pays pour voir ce que ça donnait. Vous voyez que la notion d'égalité, elle sort très haut, juste après les notions d'honnêteté ou d'esprit d'équipe, et bien avant, et ça j'ai trouvé ça intéressant, ce qui pourrait sembler le fondement même du sport, c'est-à-dire la compétition, l'esprit de compétition. Un sportif, il veut gagner. Mais dans les valeurs que les Français et les Européens attribuent ou affectent au sport, ça l'emporte sur le sens de la victoire. Le fait de véhiculer cela. Après, ce que j'ai trouvé amusant, c'est de voir quels étaient les éléments qui ressortaient singulièrement dans chaque pays. C'est ce que vous voyez souligné en vert. Alors, vous voyez, on critique souvent, là je fais une petite blague, un petit clin d'œil, hein, mais on critique souvent le côté truqueur des Italiens, des clubs italiens, des équipes italiennes. Lilian a joué longtemps en Italie. On a vu plein de sketchs sur YouTube rigolos où on voit l'entraînement de l'équipe d'Italie où l'entraîneur siffle et puis on voit tout le monde qui se roule par terre au coup de sifflet. Bon, eh ben, c'est pas ce que nous disent les Italiens. Voilà. Sur l'esprit d'équipe, c'est un élément qui sort dans tous les pays, mais singulièrement en Allemagne. Et chose, alors c'est notre devise républicaine, c'est la devise la plus oubliée dans les discours politiques. Hein. Ségolène Royal, qui à un moment où elle n'était pas très en forme, sur une campagne où elle avait beaucoup utilisé ce mot de fraternité, mais c'est la forme qui avait péché, mais c'est quelque chose qui est très peu utilisé en France et c'est un tort, parce que la notion de fraternité, c'est une notion qui ressort bien plus chez nous que dans tous les autres pays européens. Donc voilà pour les valeurs du sport. Je pense que ça vous fera sûrement réagir, avec notamment cette notion d'égalité et de fraternité.
Le sport, c'est à moi. Alors, tout d'abord, j'aimerais poser une question. Quand vous parlez de sport, vous parlez de sport amateur ou professionnel? C'est les valeurs. C'est comme vous l'entendez, monsieur. Ah non, non. Ben non. C'est la réponse du sondage. Oui, mais justement, c'est-à-dire que très souvent, peut-être que les gens, lorsqu'ils parlent du sport, ils ne parlent pas du sport professionnel. Peut-être. Parce que ça, c'est intéressant aussi à évaluer. Parce qu'encore une fois, quand vous dites que le sport est très, très important pour les dictatures, par exemple, ben, le sport est très, très important aussi pour les démocraties. Hein. Et quand vous dites que le sport véhicule certains messages, mais en fait, il y a plein de messages qui ne sont pas dits, en fait. Moi, je suis issu du monde amateur et professionnel. Lorsque j'étais joueur de foot, je sais très, très, très bien ce que nous, on véhiculait à la société. C'est-à-dire qu'on vendait un système économique aussi. C'est pour ça que donc, le sport véhicule énormément de choses et parfois, les gens ne sont pas conscients de ce que le sport véhicule parce que parfois, ils ne sont pas en capacité de lire. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le sport amateur ou le sport professionnel? Eh ben c'est ce que vous avez dans la question. C'est le sport, donc c'est comme les gens l'entendent. Ok, d'accord. Mais très souvent, les gens, en fait, lorsqu'on parle de sport, je pense qu'ils ne perçoivent pas le sport professionnel. J'ai l'impression, en tout cas, parce que la fraternité... Non, mais attendez, je ne sais pas. Il n'y avait pas de fraternité. Mais non, le sport professionnel, c'est de l'hyper-compétition. Avant tout, c'est de l'hyper-compétition. C'est-à-dire que le football professionnel dont je suis ici, c'est avant tout l'addition d'individualité. Non, mais je vous apprends quelque chose peut-être. Vous êtes déstabilisé. Non, mais non, c'est juste, c'est vraiment la compétition, la gagne. C'est pour ça que c'est marrant de voir que ce n'est pas ce qui ressort. Mais c'est pour ça. Majoritairement parce que peut-être ils ont en tête le sport amateur, mais à mon avis, c'est aussi parce que tout ce qui relève du sport professionnel, vous le vivez de l'intérieur parce que vous étiez un sportif de haut niveau. Donc, c'est quelque chose que vous ressentiez. Le public, quand il voit des sportifs jouer, il n'a pas forcément en tête tous les efforts, tout ce qui est mis pour... Mais oui, mais en fait, c'est pour ça que je dis que parfois, le sport véhicule des messages et parfois, les gens n'ont pas conscience. C'est-à-dire que le sport professionnel, par exemple, véhicule un message très, très clair. L'idée que ce sont les plus forts qui gagnent, c'est faux, c'est le plus riche. C'est pour ça que je dis que les gens, parfois, ils ne vont pas intellectualiser la chose. Mais ceux qui gagnent dans le monde professionnel, ce n'est pas les plus forts, c'est les plus riches. Sauf le PSG. Non, ce n'est pas vrai, le PSG gagne. Je dis ça en souriant. Non, c'est vrai. On va pas commencer un débat sur le sujet. Donc, en fait, non, mais écoutez, moi, je suis ravi, hein, mais j'aurais voulu savoir si c'était amateur ou professionnel. Ce qui m'intéresse en rebond là-dessus, si je peux me permettre, c'est aussi cette place de la fraternité et de l'égalité. Alors, l'égalité, on va la retrouver dans tous les pays, mais cette place de la fraternité en France comme véhiculée par le sport, bien plus que dans les autres pays européens. Pourquoi ? Ouais. Ah, mais moi, je pense que ça dépend de la composition, par exemple, des équipes en France, notamment l'équipe de France. Je pense que l'équipe de France, effectivement, historiquement, raconte cette fraternité. D'ailleurs, souvent, il y a des débats autour de l'équipe de France. Et donc, je pense que dans l'inconscient collectif, il y a France 98, il y a des débats très souvent portés par des politiques sur l'équipe de France. Et je pense qu'effectivement, on renvoie l'idée à travers le foot, notamment l'équipe de France, ça permet une plus grande fraternité. Et vous avez raison, je pense qu'on devrait plus jouer avec ça. Voilà, on devrait le plus mettre en avant, en tout cas. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, notamment quand on s'était appelé en amont pour préparer justement l'entretien. Vous aviez à de très nombreuses reprises mentionné l'importance des sportifs pour faire passer des messages comme un vecteur. On était notamment revenu sur l'exemple de Colin Kaepernick, alors qui est américain dans le football américain, mais je sais que vous aviez aussi, dans le cadre de votre fondation, eu des déplacements, des missions à l'étranger et qui vous avaient permis de toucher un certain nombre de sujets et de faire émerger un certain nombre de sujets. Non, mais effectivement, vous savez, lorsque vous êtes joueur de foot professionnel, vous avez un impact très, très important, mais vraiment. Et c'est pour cela, encore une fois, que très souvent, on essaie de dire aux joueurs de foot de ne pas mélanger sport et politique. En fait, c'est pour qu'ils ne parlent pas.
Parce que je pense que les gens ont conscience, notamment les politiques d'ailleurs, de la puissance que peut avoir un joueur de foot. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, j'essaie de dire aux joueurs de foot de ne pas avoir peur de prendre la parole. Et effectivement, comme le monde du foot vend autre chose, c'est-à-dire l'hyperconsommation, les plus forts qui gagnent, donc ça veut dire qu'en fait, il faut rester neutre. Et donc, c'est pour cela que je reviens au sondage. Je suis extrêmement surpris et heureux de voir que les gens comprennent qu'effectivement, le sport est politique, le football est politique, et donc il faut avoir l'intelligence d'utiliser cette plateforme pour faire changer les choses positivement. Et ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est même pas le sondage, ça veut dire que toutes les institutions du monde du sport, notamment du foot, participent aussi à un discours sur cette guerre. Alors que parfois, lorsqu'il s'agit d'autres problématiques, en fait, ils ne disent rien. Et c'est dommage. Voilà. Merci. Oui, non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit entre la différence entre sport amateur et sport professionnel, qui non seulement est énorme, mais qui en plus, je pense, s'accroît de plus en plus. Je suis très heureux du résultat de ce sondage, mais en même temps, je suis un peu surpris, mais je suis surpris agréablement. Parce que ce que j'ai pu voir dans mon expérience olympique et récemment en Chine pour les Jeux de Pékin, je pense que quand Vincent faisait allusion à Pékin, c'était les Jeux d'été 2008. Oui. Mais là, je parle des Jeux d'hiver 2022 que vous avez peut-être suivi il y a quelques semaines, où là, la devise de Pierre de Coubertin, qui aujourd'hui fait un petit peu sourire, l'important est de participer, était totalement mise à mal parce que d'aller à Pékin, là, il y a 3 semaines, où vous avez une ville de 25 millions d'habitants sans voir une seule personne dans la rue, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ça. Hein. Il y avait une bulle sanitaire absolument énorme et on ne voyait personne dans les rues. Personne dans les rues. Il y avait un total cloisonnement entre la population chinoise, qu'on n'a pas vue, et les rares délégations, parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas de supporters, il y avait uniquement les athlètes, les médias et quelques accompagnateurs du genre coach, etc. À partir de là, d'aller aux Jeux d'hiver de Pékin 2022 ne pouvait être que pour une recherche de performance. Comment dire, la solidarité, la fraternité, etc., je ne vais pas dire qu'elle n'existait pas, mais elle était vraiment secondaire, vraiment secondaire. Et Lilian a tout à fait raison quand il dit qu'entre le sport professionnel et le sport que nous pratiquons tous, plus ou moins aujourd'hui, il y a une dichotomie, il y a une différence absolument énorme, y compris dans les Jeux olympiques qui autrefois étaient un peu l'antre du sport amateur et qui évidemment aujourd'hui n'existe absolument plus. Moi, et c'est vrai que comment Carole a eu la gentillesse de signer ce livre où je parle de rencontres avec des sportifs et pas n'importe lesquels. Il me semble qu'à 90%, voire 99%, c'est de la recherche de la performance et pour te dire, la recherche de la victoire qui les motivait. C'était peut-être pas la même chose en 1920 ou en 1910 à l'époque de Pierre de Coubertin, mais aujourd'hui, non seulement ça l'est, mais ça l'est de plus en plus. On peut, je vais peut-être juste dire un complément, et soyons positifs. Non, mais c'est vrai. Quand on regarde cette comparaison, on s'aperçoit de 2 choses. D'abord, nos hommes politiques qui sont aussi décriés dans notre pays, finalement, c'est pire ailleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais 25%, pour se forger une opinion sur un sujet de société, les hommes politiques arrivent en 4e position. Certes, c'est la 4e position, mais ils sont quand même à un niveau supérieur à la moyenne européenne. Donc, je trouve que c'est une chose plutôt à souligner parce que ce n'est pas si fréquent que ça. Et à contrario, un YouTuber qui est vraiment un influenceur, ce qu'on appelle vraiment un influenceur, on le retrouve plutôt dans le fond du panier. Après, sur la place, les scientifiques, les intellectuels, c'est leur job. Je trouve que je serais un tout petit peu différent de Lilian. Peut-être à propos des sportifs. J'aurais presque envie d'oser, chacun son job. Lilian a une carrière monstrueuse et c'est une personnalité monstrueuse. Et est-ce au titre de cette personnalité qui
engage la société, qui façonne, qui travaille, qui incite des gens. Je ne saurais pas le dire et tu le diras bien mieux que nous, mais enfin, on ne peut pas non plus demander à tous les sportifs d'avoir une opinion sur tout, d'avoir envie d'avoir un rôle politique sur tout. Enfin, je crois qu'il faut quand même, il faut que chacun se sente à l'aise avec ce job-là. C'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. C'est facile pour n'importe qui. Donc, il y a des, enfin, on demande plus volontiers ça à des élites intellectuelles de réfléchir sur des sujets qui engagent la société. On demande forcément à des sportifs qui sont des personnalités, qui sont des marqueurs, de le faire, mais il faut que ça reste. Je crois surtout qu'il faut que les gens soient les personnalités en question, il faut qu'elles soient très à l'aise comme ça, très à l'aise avec ce job. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ouvrirai un droit à ne pas le faire. Alors ça, c'est très intéressant. Tout d'abord, vous avez comparé deux choses qui m'interpellent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des intellectuels qui pensent et des joueurs de foot qui ne devraient pas penser. Alors, vous savez que les joueurs de foot pensent. Non, mais attendez. C'est ce que… Non, c'est-à-dire qu'en fait… Je n'ai pas dit ça, Lilian. Non. Je n'ai pas dit ça et je ne me permettrai pas. Mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, la question, ce n'est pas de se demander aux joueurs de dire ou non dire certaines choses, c'est qu'on vous dit qu'il ne faut rien dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des sportifs, parce qu'ils sont sportifs, de ne rien dire. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des entraîneurs qui sont venus me voir et me dire « Tu devrais arrêter de parler de ça, en fait. » J'ai déjà eu des dirigeants qui sont venus me dire « Tu devrais arrêter de parler de ça. » J'ai déjà eu des coéquipiers qui sont venus me dire « Tu devrais arrêter de parler de ça. » En fait, moi, je pense qu'au contraire, chaque individu devrait parler de ce qu'il a envie de parler. Et si elle n'a pas envie de parler, parle pas. Mais on ne peut pas lui dire « Tu ne parles pas parce que tu es sportif, en fait. » Il y a des gens qui doivent réfléchir et c'est à eux de réfléchir. Et moi, je pense que pourquoi les joueurs de foot devraient parler ? Parce qu'en règle générale, vous savez, les joueurs de foot viennent de milieux dits défavorisés. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont un vécu qui, normalement, ne les emmène pas à pouvoir parler. Parce qu'en règle générale, dans la société, ceux qui parlent, en fait, très souvent, ne viennent pas de milieux défavorisés. Donc, ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas une perception totale de la société. Donc, il faut bien que quelqu'un puisse leur dire, voilà, faites attention à ça, faites attention à ci. C'est-à-dire que moi, par exemple, souvent, on me dit « Ouais, ben, j'aimais bien Lilian Thuram quand il jouait au foot, mais par contre, quand il parle… » C'est-à-dire il ne devrait que jouer au foot. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, et même si quelqu'un parle et dit une bêtise, où est le problème ? Il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste de dire « Attention, vous êtes là pour jouer au foot. » D'accord ? Donc, vous jouez au foot. Et la politique, on ne mélange pas le foot et la politique. C'est ça les discours. Et donc, je trouve que, non, au contraire, moi, je pense qu'il faut inciter, encore une fois, ce n'est pas simplement pour les joueurs de foot, hein, c'est pour tout un chacun, de dire aux enfants, voilà, vous devez participer à la société, votre voix compte, parlez, agissez. Moi, je pense que c'est très important. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu. Non, mais je veux dire, globalement, on n'est pas là. Enfin, je veux dire, oui, c'est ce que j'appelle une personnalité, en fait. Moi, je trouve que le marqueur, pour moi, n'est pas le statut de sportif. Voilà, mais bon, encore une fois, respect. Gaël, est-ce que vous vouliez réagir justement par rapport à ça ? Oui, parce qu'ils sont en train de… Vous avez l'un et l'autre dans votre échange, un peu en résumé, j'ai l'impression, ce qu'ont en tête les Français. Ce n'est pas parce que vous êtes sportif que les gens sont fascinés, ont adoré le doublé contre la Croatie ou autre chose. Ce n'est pas pour ça que les gens vont se dire « Ah bah, ce qu'il dit, je vais le suivre parce que je l'adore comme sportif ». Mais ce qu'on voit aussi dans l'enquête, c'est que ce n'est pas parce qu'on est sportif
qu'on ne peut pas s'exprimer, ni sur certaines situations être un éclaireur ou avoir du poids. C'est ce qui se passe en Russie aujourd'hui. C'est à partir du moment où on est dans un conflit qui ne dit pas son nom, où on n'a même pas le droit de le nommer, à moins de risquer, je ne sais plus, 10 ou 15 ans de prison. C'est un simple fait de dire que c'est une guerre. D'avoir des personnalités sportives, intellectuelles, enfin peu importe, mais des personnalités reconnues du pays qui s'expriment, ça a du poids. Et je pense que vous n'êtes pas si en contradiction que ça l'un que l'autre. Oui. On va toujours arriver à trouver des ponts dans tous les cas. Peut-être un dernier point sur lequel je voulais peut-être vous faire réagir, justement lié à la question de l'Union européenne, avant de passer aux différentes questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat. N'hésitez pas à ensuite lever la main quand on pourra y passer. Peut-être une réponse justement par rapport au jeu de Pékin, où il y avait eu, à la suite du boycott, de l'annonce du boycott des États-Unis, du boycott diplomatique des États-Unis, une tentative de réflexion à l'échelle des pays européens, justement pour potentiellement se mettre un peu d'accord sur une action commune, action qui n'avait malheureusement pas pu être suivie des faits. Comment est-ce que vous percevez ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé? Le boycott diplomatique, c'est une chose, le boycott sportif, c'en est une autre. On faisait allusion tout à l'heure au boycott, enfin au double boycott de 1980, donc les puissances occidentales, enfin pas toutes, là aussi, pas toutes. Les États-Unis, oui, Allemagne plus ou moins, Grande-Bretagne plus ou moins, France plus ou moins, Japon en revanche avait suivi, je crois, à fond les États-Unis, enfin bref, 80. Ensuite, rétorsion en 84 où l'URSS et ses pays satellites boycottent Et puis il y a un boycott dont on se souvient moins, c'est les Jeux Olympiques de Montréal 76. J'espère ne pas dire de bêtises, c'est-à-dire Montréal 76, où, suite aux relations diplomatiques entretenues par la Nouvelle-Zélande avec l'Afrique du Sud, l'ensemble des pays d'Afrique noire avaient décidé de boycotter, ou la quasi-ensemble a décidé de boycotter les Jeux. Mais au fond, à la fin, qui sont les principales victimes? Qui sont les principales victimes? Pour ça, j'entends Gaël qui dit, dans des Jeux Olympiques, c'est là où il y a une sorte de forme de paradoxe. Ce sont des sportifs individuels, parce qu'aux Jeux Olympiques, c'est essentiellement des sports individuels. Ce sont des sportifs individuels qui représentent leur drapeau. Mais où est le curseur, si je puis dire? Parce que ce que vous disiez, c'est intéressant. Il dit, quand ce sont les pays, bon, on accepte le boycott. Quand ce sont des sportifs individuels, on ne l'accepte pas. Mais aux Jeux Olympiques, ce sont des sportifs individuels qui représentent leur pays. Aujourd'hui, qui se souvient de… écoutez, je vais vous citer un exemple, je ne sais pas, une encyclopédie, mais enfin, je veux dire, à l'époque, il y avait un coureur extraordinaire de 400 mètres USA qui s'appelait Edwin Moses, qui était recordman du monde, etc. Je veux dire, on l'a empêché, quelque part, de réaliser son rêve. C'était le président Carter à l'époque, alors qu'en février 80, aux Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid, c'est là où il y avait eu ce fameux match de hockey à USA-URSS, peut-être vous en souvenez, avec les étudiants américains qui avaient, à la dernière seconde, battu l'ogre russe. Donc les Russes, de la même année. Si vous voulez, donc il y a une forme, là aussi, ce que je disais il y a quelques minutes, d'incohérence dans tout ça. On interdit aux équipes, mais on interdit aux sportifs individuels qui représentent les équipes, etc. Quant aux hymnes nationaux, vous devez savoir que maintenant, depuis plusieurs années, ce n'est plus l'hymne russe qu'on entend dans les championnats. C'est le concerto pour de Tchaïkovski, qui est au demeurant magnifique, mais je veux dire, ce n'est pas l'hymne russe. Il concourt pour le comité olympique russe. Il y a déjà des sanctions qui sont là. Où s'arrête ce curseur? Où commence cette cohérence? C'est ça. Autant je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur tout à fait d'accord, mais enfin, je ne veux pas me répéter, mais d'interdire à des jeunes sportifs qui ont en plus une carrière assez courte. Qui ont une carrière très courte, qui sont en début de carrière, de leur interdire 100% de participer, je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve très, très injuste et très dur là-dedans. Et honnêtement, je pose la question plus que je ne donne de réponse. Puis moi, c'est vrai que j'aimerais continuer à assister à des conférences sur Dostoïevski. Il y a un autre élément de réponse, c'est que là, on parle des Jeux Olympiques, qui sont… Mais le mondial de football aussi. Oui, mais il y a d'autres, il y a beaucoup de compétitions qui ne sont pas concernées par ces mouvements. Oui, enfin, il y en a beaucoup qui sont concernés.
Aujourd'hui, l'ensemble du monde sportif, de facto, n'accepte plus les Russes. Oui, non, je ne parle pas de la période actuelle, pardon. Enfin, je suis d'accord. J'aimerais, en fait, ce que je pense, ce sont avant tout des décisions politiques. C'est ça. Donc, parfois, les décisions politiques ne sont pas cohérentes. Mais ce sont des positions politiques pour dire, voilà, c'est juste de le faire. Et à partir du moment où c'est fait, eh ben, on va tous penser que c'est juste de le faire. Voilà, c'est une direction politique. Mais je sens à travers ce que vous dites, Lilian, que vous ne pensez pas que ce soit si juste que ça. Non, ce n'est pas la question. Concernant les individus. Non, mais la question, ce n'est pas est-ce que c'est juste ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des positions politiques qui demandent à aller dans cette direction. C'est pour cela que très souvent, quand je parle du racisme, je dis aussi que c'est avant tout un discours politique qui oriente la pensée et qui dit aux gens, il faut faire comme ça. Bien évidemment, après, il y a des individus qui se posent la question à savoir est-ce que c'est juste ou pas juste, mais ça va être fait dans ce sens-là. Et quand c'est fait, c'est fait. Avec des exceptions. Bah oui, avec des exceptions qui sont un peu incohérentes. Mais oui, mais les exceptions, ce sont des choix aussi. Ouais, je vais faire. Ouais. Merci à tous et toutes. J'ai cru voir qu'il y avait un certain nombre de questions dans la salle, sinon j'en ai quelques-unes de mon côté et par ailleurs c'est dans le chat. À tout seigneur, tout honneur. Monsieur Boniface. Ça y est, le micro arrive. Un jogger et un sportif qui arrive pour le micro. Le micro arrive. Juste derrière vous. Toujours attention derrière. Merci. Merci pour ce débat intéressant. On voit bien les cadres. Et je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Lilian, sur l'expression des sportifs. Vous avez dit que beaucoup de footballeurs, qui du coup ont des positions importantes, ce sont les sportifs qui gagnent le plus d'argent et ils viennent des milieux les plus défavorisés. Donc il y a une sorte de gap, parce que les tennisman viennent plutôt le milieu favorisé. Les pilotes de Formule 1 également, les golfeurs également, ils gagnent beaucoup d'argent, mais disons que ça ne les change pas. Alors que quelqu'un qui fait du foot voit son destin changer par rapport d'où il vient et par rapport à là où il arrive s'il devient professionnel, surtout maintenant. Ce n'était pas vrai il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, mais bon, Copa s'est acheté un vélo avec son premier salaire, là on n'est plus vraiment à ça, quoi. Et donc, en même temps, il y a toujours cette peur de s'exprimer parce qu'effectivement, un footballeur professionnel, en fait, il a l'âge d'un étudiant, alors qu'il s'exprime par rapport à des journalistes ou les hommes politiques qui ont l'âge d'être leur père ou leurs grands-parents. C'est pas du tout. Donc, on leur demande de s'exprimer, il n'est pas tout à fait armé parce qu'il n'a pas l'expérience, donc c'est un peu risqué, et puis il se dit, je vais prendre des coups, etc. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que par rapport aux sujets qui nous ont agités, disons que par rapport au discours d'exclusion qu'on entend de plus en plus et dont il y a des candidats dans cette campagne électorale qui sont porteurs. Ils visent très souvent, l'exclusion vise souvent des footballeurs qui appartiennent aux catégories que l'on veut exclure, qu'ils soient en équipe de France ou dans les clubs. Ils n'ont pas pris la gamme peu, enfin, justement, vous, on vous disait, attention, proposition, vous étiez plutôt une exception. Les gens osaient moins. Il y a des gens qui s'engagent dans les causes caritatives, lutter contre le cancer, etc. Mais lutter même contre le racisme et contre les discours racistes, c'est plus rare. Or, pourtant, normalement, un footballeur risque moins qu'un journaliste ou un homme politique. Pourquoi ? C'est que la carrière, elle ne dépend pas du réseau. Vous, Kefren et Marcus sont footballeurs professionnels, mais ce n'est pas vous qui avez appelé un club pour dire j'ai les fistons, il faut les prendre, c'est leur talent qui a payé. Et c'est plutôt une exception. Alors que généralement, dans les milieux académiques, intellectuels, journalistes et politiques, le réseau fait beaucoup. Le sportif ne doit très souvent leur réussite qu'à leur seul talent. Donc, en fait, ça devrait être moins dangereux pour eux de s'exprimer. Parce que s'ils prennent des positions qui déplaisent, et ils ne sont pas soumis aux sanctions de... Moi, combien de fois il y a des gens qui disent « je pense comme toi, mais jamais je le dirai publiquement ». Et ça devrait être moins risqué, pourtant il y a moins d'expression chez les sportifs. Donc, est-ce que ça change ? Et je pense que ça change aussi. Parce qu'on voit de plus en plus de sportifs qui prennent position, y compris sur les sujets clivants. Et je crois qu'on est là à une mutation parce qu'auparavant, il y avait l'injonction de se taire. Je ne dis pas qu'il y a maintenant l'injonction de parler, mais que les gens se disent je suis légitime,
je suis aussi légitime à parler qu'effectivement, un youtubeur, un chanteur, etc. Et je crois qu'on assiste, et là, on doit être à un tournant, parce que dans la mesure où les sportifs ne sont pas dépendants d'un réseau pour réussir, leur champ de liberté est quand même plus grand et l'autocensure devrait être moins grande. Alors tout d'abord, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. Comme j'ai dit tout à l'heure, la grande majorité des joueurs de foot viennent de milieux dits défavorisés. Quand vous venez d'un milieu dit défavorisé, en fait, dès petit, on vous fait comprendre, ou vous comprenez qu'en fait, votre parole n'a pas de poids. Parce qu'on ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas votre avis et votre avis ne compte pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont penser pour vous. Ce que vous avez à dire, ce n'est pas très important. Donc déjà, il faut faire un travail sur soi pour comprendre qu'effectivement, vous avez des choses à dire parce que vous avez un autre point de vue. Après, quand vous avez compris qu'il y avait des choses à dire, vous comprenez aussi que la grande majorité des gens ne vont pas vous comprendre, notamment les dirigeants. Ils ne vont pas être en accord avec ce que vous allez raconter. Et en règle générale, si vous voulez avoir de la tranquillité, si vous voulez avoir des sponsors, il faut être dans la neutralité. Ça, vous le comprenez très rapidement, en fait. Parce que, à preuve du contraire, les joueurs de foot ne sont pas stupides. Vous comprenez, en fait, le milieu dans lequel vous êtes. Et effectivement, il y a des joueurs qui vont dire « Moi, je suis d'accord avec toi, mais bon, moi, je ne vais pas le dire. » Après, il y a une autre chose aussi. C'est la façon de le dire. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui sont en colère. Et ils savent très, très bien que lorsqu'ils vont parler, en fait, on va voir cette colère. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes trop en colère, on va dire que c'est votre faute. Il y a tout ça aussi. Il y a de l'agressivité. Et donc, vous êtes conscient aussi de cela. Après, lorsque vous allez analyser ce que les joueurs de foot font très souvent, c'est-à-dire qu'ils vont prendre position sur des choses qui ne vont pas se passer dans leur propre pays. Si vous analysez, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une violence policière aux États-Unis, en fait, tous les joueurs vont prendre position. S'il y a une violence policière en France, ben, les joueurs ne prennent pas position. Et donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut juste dire à ces joueurs, ben non, en fait, il faut prendre conscience qu'il faut le dire. Pourquoi il faut le dire? En fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir la parole, en fait. Mais je sais que c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas prendre la parole. Mais il faut juste dire aux gens, vous avez le droit de prendre la parole. Parce que tout autour de vous, en fait, on vous envoie des messages, faites attention. Parce qu'en règle générale aussi, lorsque vous venez de milieux dits défavorisés, vos parents vous disent de ne rien dire, de rester à votre place. Moi, le premier, c'est-à-dire la première fois que j'ai pris la parole, ma mère est venue et m'a dit, mon chéri, ne dis rien. Mais pourquoi? Parce que vous avez de l'argent, vous êtes connu, ben, ce n'est pas le moment de risquer quelque chose, en fait. Et donc, il y a tout ce processus, en fait, à dépasser pour se dire, nous avons des choses à raconter. Et croyez-moi, les joueurs de foot ont beaucoup de choses à raconter sur la société parce qu'en fait, ils ont gravi des échelons, ils se sont retrouvés dans des mondes, ils ont traversé les mondes. Donc, ils ont une analyse aussi de plusieurs mondes. Et ça, c'est super intéressant. Mais encore une fois, on dit aux sportifs, tu sais quoi, joue, c'est bien, reste comme ça. Surtout, ne dis rien. Vous savez qu'il y a des... Mais ça va très loin. Hein. C'est-à-dire que lorsque moi, je jouais au foot, par exemple, je subissais le racisme dans un stade, mes dirigeants, mes coéquipiers venaient me dire, ne dis rien, c'est pas grave, c'est rien. Et je leur disais, comment ça, c'est pas grave? Non, ça va, c'est bon. Ça va, Lilian. Et donc, il y a tout ça. Et moi, je pense qu'il faut éduquer. Ce n'est pas simplement les joueurs de foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que chacun de nous, nous puissions prendre la parole. Voilà. Oui, mais deux petits éléments. Effectivement, ce n'est pas que les joueurs, c'est aussi les joueuses. Et ce n'est pas que du foot, c'est aussi dans tous les domaines. Non, j'ai juste une question à Lilian.
c'est vrai que vous avez fait ça avec beaucoup de courage dès votre carrière. Vous n'avez pas attendu la fin de votre carrière, parce que je me souviens, Juventus de Turin et autres, mais combien êtes-vous? Vous n'êtes quand même pas, même encore si nombreux. Je me souviens, si vous permettez, je me souviens, je crois, de Djorkaeff pour l'Arménie, mais je ne me souviens pas de Rashford en Grande-Bretagne, je crois, Manchester United, qui est lui vraiment, voilà. Mais vous n'êtes quand même pas si nombreux. Je sais pas, j'ai en tête ces 3-4 exemples. Vous n'êtes pas si, vous n'avez pas fait beaucoup de petits. Oui, mais c'est normal, parce que vous savez pourquoi? C'est normal en fait, qu'il y ait très peu. Parce qu'en règle générale, lorsque vous prenez la parole, en fait, vous recevez beaucoup d'agressivité. Ah oui. Ben oui, et donc, en fait, personne ne veut recevoir de l'agressivité. Mais vous avez reçu beaucoup d'agressivité? Ou un petit peu, quand même. Mais moi, encore une fois, je connais les règles du jeu. Je connais les règles du jeu parce que je me suis éduqué à comprendre aussi les luttes pour l'égalité. Et en règle générale, les gens qui dénoncent une société pour un changement, avant, on les éliminait, avant, on les mettait en prison, avant… Non, donc en fait, si vous voulez, moi, quelque part, je comprends ce qui se passe et je ne veux pas faire l'unanimité. La question est de savoir, je vous raconte simplement un autre point de vue. Et je pense que chacun de nous, nous pouvons aussi raconter d'autres points de vue. Voilà. Si on est positif, encore une fois, et qu'on regarde… Oui, non, j'ai compris. Et qu'on regarde la position des sportifs par rapport aux autres élites de la nation, ben, les acteurs, les actrices, le monde de la chanson est derrière, Lilian. C'est-à-dire derrière le sport. Et ça, je trouve que c'est une sacrée victoire pour le sport, si je puis me permettre. Ah, ils s'expriment moins que les sportifs. Non, ils sont pour se forger une opinion. Enfin, je lis le sondage, et pour se forger une opinion sur un sujet de société, hein, pas pour se forger une opinion sur un sujet de société, bah, finalement, les sportifs, les grands sportifs, sont pas si mal placés que ça. Et je pense que c'est assez récent. Donc c'est une avancée. Il faut voir les choses. Voilà. Il y avait une autre question au fond. Il y avait une question devant et il y a beaucoup de questions. Alors, juste au second rang et ensuite au fond et à gauche. Ouais. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Christophe Riot, je suis journaliste, mais spécialisé dans les affaires européennes. Mais j'aurais une question, je vais revenir sur le débat que vous avez eu et à Lilian Thuram sur la question des valeurs, en fait, qui était très intéressante sur le passage des valeurs du monde amateur au monde professionnel. Alors, je voudrais avoir votre avis, vous, sur non pas comment le citoyen perçoit ces valeurs, mais si j'ai bien compris, vous distinguez en fait ces valeurs-là quand je suis sportif amateur et sportif professionnel. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous distinguez? Et est-ce que vous en aviez conscience quand vous êtes passé du monde amateur au monde professionnel? Et j'aurais une deuxième question, votre avis sur les sanctions. Je reviens sur la guerre en Ukraine et la Russie. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous les jugez légitimes, vous, en tant que sportif professionnel ou… Oui, professionnel. Alors, tout d'abord, moi, je ne faisais pas de différence sur les valeurs. Moi, j'ai toujours essayé de… Et je pense que la grande majorité des joueurs de foot n'ont jamais perdu les valeurs du sport. Moi, je fais une différence entre les valeurs du sport du monde amateur et les valeurs du sport du monde professionnel. Pas des athlètes. C'est en fait, qu'est-ce que le football professionnel vend au monde, vend à la société. C'est pour cela que je dis que le football est vraiment politique. Parce que si c'est le sport numéro 1 au monde, c'est qu'il est totalement dans le système. C'est qu'il vend un système, et notamment un système économique. Donc, moi, j'ai toujours pris de la distance et essayé d'analyser ce que je faisais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Quand je joue au foot, je sais qu'en fait, pour gagner, on est obligé de jouer ensemble. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de gagner, en fait. Et je pense que les valeurs, par exemple, du sport devraient être beaucoup plus enseignées dans la société, dans d'autres domaines. Parce que vraiment, pour moi, par exemple, le foot, c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire que pour grandir en équipe, il faut être à l'écoute de l'autre.
Il faut être à disposition de l'autre. Et en règle générale, dans la société, très souvent, les gens voudraient que les autres soient à disposition. Et le foot, vraiment, c'est... Non, je pense que, en tout cas, mon sport peut raconter énormément de choses positives à la société, mais on défend une certaine vision du monde aussi, et surtout une vision économique à travers le monde du sport professionnel. Donc, la deuxième question, c'est, bien évidemment, je pense qu'il faut des sanctions. C'est pour cela que je dis que ce sont des décisions politiques. Les sanctions, c'est pourquoi? Pour faire réagir. Mais je suis aussi d'accord, c'est-à-dire que sur quels critères on sanctionne? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui peuvent être totalement contre la guerre, mais qui vont être sanctionnés. Et donc, c'est pour cela que c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est très difficile. Bien évidemment qu'il faut des sanctions parce qu'il faut aussi signifier que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très important de le signifier. Voilà. Mais encore une fois, ce sont les politiques qui vont trouver la solution. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question à gauche et il y avait aussi un... Plus question, c'est une réflexion sur les valeurs et données comme importantes dans votre sondage. Lorsque vous soulignez le fait qu'en France, apparemment, les politiques sont les personnes auprès desquelles les Français attendent plus de réponses, on pourrait mettre ça en parallèle avec l'augmentation de plus en plus préoccupante du taux d'abstention qui dément ce type de réponse. Et c'est la grande crainte d'ailleurs des politiques pour les prochaines présidentielles. C'est qu'on soit confronté à un taux d'abstention très important, ce qui signifie quoi? C'est que les Français finalement s'éloignent de plus en plus des politiques. En ce qui concerne les artistes, vous dites oui, les artistes sont envoyés, vous disiez monsieur, les artistes sont envoyés au fond du panier, etc. Je crois qu'on ne peut pas raisonner par catégorie, c'est lié exclusivement à la personnalité. Alors forcément, quand on appartient à un groupe, qu'on soit sportif, artiste ou intellectuel, et qu'on a une personnalité particulière, je pense par exemple à Coluche, l'effet qu'il a eu sur la prise de conscience de la pauvreté, de la précarité au quotidien, dans des foyers qu'on croise peut-être tous les jours. C'était dû à sa personnalité hors du commun. On ne peut pas en tirer une généralité. Pourtant, au départ, c'est un humoriste et un comique. Effectivement, l'expérience de Liliane Thuram, elle est particulière et comme il le disait lui-même, c'est plus en tant que personnalité que sportif que l'on peut juger de l'impact de son action. Donc, je crois qu'il faut éviter d'avoir des grandes généralités comme ça, qui, à mon avis, peuvent cacher en réalité des distorsions très importantes. Alors, peut-être une réaction. C'est intéressant ce que vous dites sur les deux points. Sur le premier volet, sur la politique, ça fait longtemps que je fais des sondages un petit peu partout, en France, en Europe, et que je regarde cette, alors je ne vais pas employer le mot schizophrénie, mais cette dualité, cette dichotomie dans la tête des Français, qui sont les plus sévères systématiquement avec les politiques. Est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques? Ah non, non, non. D'ailleurs, avec les journalistes aussi, Nelson. Est-ce que vous faites confiance aux... Ah non, 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 je ne leur fais pas du tout confiance. Mais les politiques, très grande sévérité. Et en fait, je suis convaincu maintenant que la raison pour laquelle nous sommes de loin le peuple le plus sévère avec ces politiques, un exemple, sur le bilan de la crise sanitaire, le pays européen qui juge le plus sévèrement l'action de son gouvernement, c'est la France. Dans tous les autres pays européens, il y a un jugement majoritairement positif sur l'action des gouvernements face à la crise. En France, il est majoritairement négatif, ce jugement. Et je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, c'est qu'on en attend trop. Nous sommes paradoxalement un peuple éminemment politique qui croit en la politique plus que les autres parce que l'histoire de la Révolution française, des Jacobins, tout ça fait qu'on croit que la politique peut changer les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous allez sur le site d'Odoxa voir les courbes de popularité des présidents de la République, c'est génial. Et les indices de morale économique qu'on fait en comparé.
vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le président est tout en haut en popularité et l'indice de morale économique des Français qu'on mesure tous les mois depuis des années, rien à voir avec la politique. Après, on demande est-ce que vous avez confiance dans l'avenir de la situation économique du pays. Il flambe, il se retrouve au sommet. Et puis, 3, 4, 5 mois après, les deux s'effondrent. L'indice de morale retombe. Et alors, la popularité du président de la République, quel qu'il soit, s'effondre aussi. Mais à mon avis, c'est parce qu'on croit beaucoup plus à la puissance de la politique. Après, il y a des hommes politiques qui en débattent. Peut-être qu'on peut s'interroger aussi sur notre système présidentiel qui fait que, quelque part, on a l'impression d'élire, on y est tous très attachés, je pense, d'aller voter, on a l'impression d'élire le roi thaumaturge. Il va arriver, le monarque républicain va tout changer. Notre pouvoir d'achat va s'améliorer. Et donc, il y a cette conviction qui est très ancrée chez nous. Et sur le second volet, pour ne pas être trop long, bien sûr, vous avez raison. Nous, mon métier est vraiment passionnant parce qu'on mesure l'opinion des gens, mais quand on fait des sondages quantitatifs, on a tendance aussi à vous mettre dans des tiroirs. Donc là, on ne parle pas de Coluche, on ne parle pas de Lilian Thuram, on ne parle pas de Zidane, on parle de grandes catégories. Les artistes, les chanteurs, les sportifs. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que relevait Vincent de Bary, de voir que parmi les personnalités de la société civile, artistes, sportifs, etc., c'est plutôt aux sportifs qu'on fait plus crédit, qu'on est davantage enclin à écouter, que les chanteurs ou les acteurs qui, il y a quelque temps, étaient les prises de guerre des politiques. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en 2007, il voulait absolument réunir le plus de vedettes du Splendide sur la scène à côté de lui, des Christian Clavier ou du Johnny Hallyday, pour dire, regardez, puisqu'ils appellent à voter pour moi, faites pareil. Et on le voyait, ça n'est pas forcément suivi d'effet. Il y avait une question, monsieur, à droite. Il a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Non, il dit, il n'y avait pas Lilian Thuram au côté de ça. C'était juste une blague, excusez-moi. 2007, vous étiez trop jeune. Oui, là, ça marche. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette magnifique table ronde, ainsi que tous les intervenants. Je me présente brièvement. Je m'appelle Jean-Pierre Dragzuc. Salut Nelson, qui est un confrère. Nous avons travaillé ensemble sur les différentes chaînes de télévision. Avec beaucoup de plaisir. Mon nom est Dragzuc, c'est-à-dire que c'est un nom ukrainien. Mon père était né à Lvov, ou Lviv, c'est selon. Il est parti dans les années 30, au moment des massacres des Ukrainiens par les Russes. Bien, voilà, brièvement. Simplement, j'avais des questions sur le racisme à poser à Lilian Thuram, à tout le monde. J'ai des questions à poser, bien entendu. Nous avons tous, les journalistes, moi je suis un ancien journaliste, nous avons tous des centaines de questions à poser, Lilian sur le racisme, mais vous nous avez dirigé vers l'expression de chacun, et ça c'est très important. C'est très important ce que vous dites là. Il faut absolument exhorter chacun à pouvoir s'exprimer. Et j'entends par là aussi bien les sportifs, il faut parler, mais le problème de s'exprimer, c'est que on s'expose. Et ceci est vrai pour tout le monde. Si vous posez des questions à votre médecin, vous le mettez en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'il est obligé de se découvrir. Et pour parler, ce n'est pas simple. Mais il faut en arriver là, il faut le faire, et ceci aussi bien chez les sportifs que dans tous les domaines de la vie. Il y a des tas de gens qui ont des choses à dire, qui ne le diront jamais. Donc, essayons de faire en sorte que ces gens puissent parler. Et ça, Lilian, je vous en remercie. Continuez, c'est très fort ce que vous faites là. Alors, vous avez peut-être une question, je ne sais pas. J'ai exprimé voilà, une opinion rapidement comme ça. Et voilà ce que je pense que c'est la chose la plus importante, de pouvoir effectivement que chacun puisse s'exprimer. Il faut qu'il y ait dans tous les villages, partout, dans toutes les associations, il y a des gens qui ne s'exprimeront jamais, qui n'osent pas le faire. Donc, il faut tenter de les sortir de leur cocon. Voilà, je vous remercie. Ben écoutez, je vous remercie, mais moi, je suis pour l'expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en discutant qu'on peut changer les choses. S'il n'y a pas de discussion, comment vous pouvez savoir ce que l'autre pense? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion, il y a des débats en fait. Mais je pense que c'est dans la discussion, dans le fait de ne pas être d'accord, qu'on peut avancer. Et donc, si
en face de vous, il y a des gens qui ne parlent pas, mais en fait, vous ne savez pas ce qu'ils pensent, en fait. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le changer ou la changer parce que c'est dans l'échange qu'on avance, en fait. Et c'est un vrai problème de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit à la parole et d'autres à la parole. Je ne sais pas. Voilà. Tout le monde a le droit à la parole, mais tout le monde ne prend pas la parole. Et tout le monde n'est pas entendu aussi. Ça, c'est encore un autre pour sujet. Déjà parler, il faut déjà prendre la parole si vous ne la prenez pas, mais il y a des blocages dans la société. Je vous conseille d'ailleurs un petit livre extrêmement intéressant à ce sujet. Pardon. Il y avait une question qui était juste derrière, je crois. Oui, et un monsieur tout au fond. On ne vous oublie pas. Allez-y. C'était juste pour revenir faire une observation sur l'intervention de monsieur Boniface, comme quoi il est plus simple pour les sportifs de s'exprimer. Et je crois en fait que pour les sportifs également, c'est une question de réseau. Lorsque Cristiano Ronaldo a pris position en retirant Coca-Cola lors d'une conférence de presse, je pense que pour lui c'était possible parce qu'il était Cristiano Ronaldo et que, je ne sais pas, un jeune sportif brésilien qui rêve de Champions League ou d'Europe n'aurait pas pu avoir cette même audace. Donc je pense que journalistes, intellectuels et sportifs, on peut faire des similitudes et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous savez, en fait, Cristiano Ronaldo enlève les bouteilles de Coca-Cola parce qu'en fait, il a une telle hygiène de vie. Un jeune n'aurait pas fait ça. Un jeune, il n'aurait même pas pensé d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Cristiano Ronaldo, comme vraiment c'est quelqu'un d'extrêmement consciencieux, je pense que en fait, c'est un mur. C'est-à-dire que s'il ne l'avait pas vu, il n'aurait rien fait. Mais comme il l'a vu, il s'est dit, tiens, je ne veux pas de ça devant moi. Je ne pense pas que ce soit… si c'est un jeune, je ne pense pas que le jeune arrive à faire ça. Si vous prenez Cristiano Ronaldo jeune, je ne suis pas sûr qu'il le fasse, en fait. Parce que c'est petit à petit qu'il a mis en place cette volonté de tout contrôler dans son alimentation, dans ses performances. Et je pense qu'effectivement, plus vous vieillissez dans votre métier, plus vous devenez performant, plus vous devenez rigoureux, plus vous devenez intransigeant avec vous-même. Et en fait, je pense que ça a été un réflexe, en fait. J'ai l'impression. Ce n'était pas un message politique, en fait. Non, ce n'était pas un message politique, en fait. J'ai l'impression. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, attention. Hein. Peut-être que c'est son sponsor qui lui a demandé, j'en sais rien, mais j'ai l'impression. Il est sponsorisé par Pepsi, en fait. Ah, je ne savais pas. Vous savez, si je peux dire, parce que c'est directement lié à ce que vous venez de dire, il y a des messages extrêmement forts qui sont d'une spontanéité totale. J'ai un exemple qui me vient en tête. Bon, tout le monde ici est trop jeune pour avoir connu, mais enfin, c'est une image qui… Attendez, je sais pas. Octobre 1968, Jeux Olympiques de Mexico, course du 200 mètres, où Tommy Smith et John Carlos, USA, terminent respectivement premier et troisième, pas deuxième. Deuxième, c'était l'Australien Peter Norman. Vous vous souvenez certainement tous du mouvement. D'ailleurs, il y avait un gant droit, un gant gauche, etc. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, Peter Norman, l'Australien, qui était d'une solidarité totale, qui d'ailleurs a été ensuite interdit, banni par le comité olympique australien, à tel point qu'il nous a quittés jeunes, et John et Tommy sont allés jusqu'à Melbourne pour assister à ces obstacles. C'est rien qu'en parlant, cette décision a été prise dans les vestiaires juste avant. D'ailleurs, elle ne pouvait pas être prise avant parce qu'il fallait qu'il soit sur le podium, sinon ça n'aurait pas eu de sens, évidemment. Mais cette décision qui, je crois, est l'une des images sportives les plus fortes que je connaisse, je veux dire, a été prise d'une spontanéité totale et a eu un impact, je crois, dont on se souvient encore, immense absolument, encore aujourd'hui. Et Lilian parlait de courage tout à l'heure. Alors là, je crois que c'est l'exemple type du courage, parce que à l'époque, le comité olympique américain, le président du comité olympique était Avery Brundage, USA, qui était un homme d'un conservatif, c'est même en dessous de la vérité, c'est un homme d'un autre siècle, etc. Il a banni ces sportifs, il les a mis au banc, franchement, il fallait un courage total, mais total, pour s'appeler Tommy Smith et John Carlos ce jour-là. Et encore une fois, une décision prise quelques instants avant
avec un impact dont on se souvient, je pense, encore aujourd'hui. Il y avait une question au fond de la salle, si ma mémoire est bonne, et ensuite il y a quelques questions que j'aimerais poser qui sont absolument passionnantes par le chat écrit. Allez-y, monsieur. On lui a coupé la parole. C'est beau, ça. Vous n'aimez pas la question. Merci. Bonsoir à tous. Je viens de quoi? Je suis arrivé 5-10 minutes avant le petit débat qu'il y a eu avec M. Thuram et M. Dabary. Et j'ai été assez surpris parce que en 2 minutes, en 5 minutes, pendant votre élocution à vous deux, il y a eu vraiment un effet politique. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui parle de son vécu, de footeux, de champion, plein de choses, de son expérience. Et puis, il y a l'homme politique qui coupe l'herbe sur le pied et qui dit on va parler avec positif. Donc, lorsque M. Thuram s'exprime et que M. Dabary dit on va être un peu plus positif, déjà, c'est pas constructif. Moi, je l'ai senti comme ça et je vous le dis, c'est pas constructif dans le sens où lorsque un footballeur comme M. Thuram dit que il fait partager son expérience et que les footballeurs qui viennent de quartiers défavorisés et qui peuvent porter parole, qui peuvent donner leur expression et qui peuvent donner une situation nouvelle à d'autres jeunes, d'autres exemples, je trouve ça dommage que vous lui coupez l'herbe sous le pied de cette façon-là en disant il faut être un peu plus positif. Je pense que... Oui. Votre question, s'il vous plaît. Non, mais je peux répondre à ça. Je peux répondre à ça 2 secondes. Il y a méprise. Je suis désolé. Mais les mots sont les mots. Ce n'était pas mon propos. J'ai juste relevé une chose, c'est qu'il y a une évolution de la société qu'on peut voir à travers cette étude, c'est que le poids des sportifs augmente, leur impact augmente. Donc, quand je dis c'est positif dans ce sens, c'est-à-dire que pour moi, le fait qui suis dans l'économie du sport, le fait de voir des sportifs qui influencent la société, c'est une chose positive. C'est comme ça que je le dis, alors que souvent, on a confié les orientations à des populations ou des métiers ou des personnalités qu'on qualifiait plus volontairement d'intellectuels. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des sportifs peuvent être des intellectuels. C'est juste ce que ça voulait dire. Ça, je m'excuse. Alors, mais c'était ça mon propos. Mais en tout cas, je termine juste. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, je pense que le débat il est arrivé lorsque M. Thuram a répondu et vous n'avez pas continué à débattre et vous aurez pu continuer à débattre malgré que je n'étais pas d'accord avec vous sur les sportifs et que les sportifs aussi, ils ont des choses à dire et on pouvait continuer comme ça sur ce débat-là. Alors, juste pour revenir. Alors, tout d'abord, je vais vous dire quelque chose. Tout au départ, j'ai eu le même sentiment que vous. D'accord? J'ai eu le même sentiment. Mais si vous écoutez attentivement, je pense que, en fait, il y a un tic de langage. Parfois, quand vous commencez, vous voulez être positif. Et lui, non, mais c'est vrai, 2 ou 3 fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien de négatif, en fait. C'est-à-dire que après, c'était pour revenir aussi sur le sondage. Mais en fait, c'était pas. J'ai compris après qu'il n'y avait rien d'agressif, rien du tout. Mais précisons qu'il ne s'agit pas d'un contrôle antidopage, parce que le terme positif. Merci à tous. On va juste prendre des questions sur le chat, comme ça vous permettra d'alimenter votre réflexion et de susciter de nouvelles questions. J'avais une question qui était extrêmement intéressante, qui justement revenait là encore sur la place des sportifs dans la politique, et notamment une question de Éric Itier qui justement évoquer le sport comme une arme éventuellement politique et qui se posait la question de savoir si la place des sportifs dans la société étant de plus en plus prégnante, est-ce qu'elle pouvait constituer un contre-pouvoir contre des gouvernements, alors en l'occurrence sur la question russe. Et donc, qui reprend aussi la question qu'avait posée Pascal Boniface tout à l'heure, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est
envisageable, notamment aussi au regard des valeurs, au regard du fait que ce sont des personnalités qui peuvent être très largement écoutées. Est-ce qu'on peut imaginer voir des sportifs étant des contre-pouvoirs dans le cas russe, par exemple, ou dans d'autres cas le maire de Kiev. Le maire de Kiev est un ancien champion du monde poids lourd et pas n'importe qui. Je veux dire, Klitschko, exactement. C'est l'exemple type mais peut-être de ce que vous dites. Dans l'exemple, c'est le personnage numéro 2, on va dire, enfin, médiatiquement de l'Ukraine. Mais en Ukraine, mais en Russie, c'est ça. Est-ce que des sportifs. Pour le coup, je ne suis pas spécialiste de la Russie et des relations internationales, mais quand même, quand on voit le buzz qu'a provoqué l'intervention très courageuse de votre consoeur, Nelson, cette journaliste, qui vient avec, même s'il y a des débats sur ses motivations en ce moment, mais bon, en annonçant que c'est une guerre et en envoyant un message dans un pays qui est complètement fermé à la vérité, où il y a un propos totalitaire qui est tenu et qui empêche de dire les choses, avoir des vigies qui permettent de révéler, que ce soit des journalistes, pour le coup, des acteurs ou des sportifs, ça peut avoir beaucoup de poids. D'ailleurs, dans l'enquête, c'est ce que pensent les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un sportif va me dire pour qui je dois voter en France que je vais le suivre. En revanche, oui, je pense que dans un pays comme la Russie, quelqu'un qui dénonce et qui est écouté, qui est suivi, ça peut avoir du poids. Je ne sais pas si Nelson, je sais pas si Medvedev l'a fait. Justement, on parlait de Medvedev. Non, mais comment parce que ça aurait du poids que lui prenne une parole forte sur le sujet, par exemple. Alors, il y a eu un certain nombre, parce que bon, sachant que j'avais assisté à ce débat très passionnant, j'ai vérifié ce que je savais que ça allait venir. Il y a eu un certain nombre de rétropédalages aussi dans ces histoires, avec des artistes russes, sportifs, je ne veux pas, mais des artistes russes qui effectivement se sont découverts une sorte de vocation anti-Poutine récente, pour ne pas dire très récente. Bon, ça, je pense que ça arrive dans toutes les situations. Mais comment, tout ce que nous sommes en train de dire ici, Vincent a prononcé ce mot, etc., finalement, là, ce qu'on voit avec cette jeune femme, elle applique le plus joli mot de la langue française qui s'appelle le courage, tout simplement. Oui. C'est le courage. Oui. Exactement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est le courage. Voilà. Alors, avant de répondre à la question sur le rôle des sportifs, il faut quand même savoir qu'en France aussi, en fait, il y a des gens qui font rétropédalage. Ben oui. Non, mais c'est important de le dire quand même, parce que ce n'est pas qu'en Russie, en fait. En France aussi, il y a des gens y compris chez les politiques. Ben exactement. On voit en photo avec Poutine donc, il y a 15 jours. C'est intéressant de le dire. Oui. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui m'a fortement éduqué, qui m'a inspiré, c'est Mohamed Ali. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, il y a énormément de sportifs qui ont fait en sorte de travailler pour l'égalité, qui ont cassé cette ligne de couleur de peau. Et donc, je pense vraiment que les sportifs ont ce pouvoir de faire réfléchir les gens. Parce que ce qui est très intéressant avec le sport, c'est qu'il y a une relation d'émotion, vous savez, avec les spectateurs. C'est-à-dire que, moi, je le vois très bien, c'est-à-dire que la France, nous avons gagné la Coupe du Monde en 98, il y a des fois, j'ai l'impression que c'est hier. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Et c'est ça qui est très intéressant avec les sportifs de haut niveau. Et voilà pourquoi aussi, on essaye justement de dire à ces sportifs, ne prenez pas la parole. Parce qu'en fait, je suis sportif de haut niveau, enfin, anciennement quand même, hein, mais ce qui se joue sur un terrain de foot, c'est des échanges émotionnels, en fait. Et quand vous avez ces échanges émotionnels, effectivement, vous pouvez toucher plus facilement les gens. Et donc, voilà pourquoi il faut inciter les sportifs à prendre position, que ce soit en Russie ou ailleurs, d'ailleurs. Mohamed Ali vous citez un exemple extraordinaire, parce que c'est plus qu'un sportif, c'était une sorte de... J'allais presque dire de Messi, Messi, footballeur du PSG, on l'avait compris. Oui. Sa parole, son courage, on parlait de courage, alors là, on est en plein dedans et c'est un exemple, pour moi, immortel.
Merci en tout cas à vous quatre pour cette conférence. Merci à vous tous et toutes pour ces interventions. Merci à toutes les personnes qui étaient en ligne. Merci aussi pour les différentes questions. N'oubliez donc pas 2 séances de dédicaces pour à la fois Lilian Thuram, mais également Nelson Montfort. Merci à tous. On a été un peu pris par le temps. Je suis un peu désolée. Le temps file vite. Et donc, je vous invite à rester aussi pour suivre la conférence de Pascal Boniface par la suite. Merci à tous. À tout de suite. J'ai mon fils qui joue ce soir à la télé.